Salut, alors pour cet épisode numéro 50, on va parler un peu de décibels et on va regarder un peu cette notion qui est souvent très confuse, qui est multiforme, qui a plusieurs significations sur le contexte et qui est souvent utilisée par les services marketing plus scrupuleux pour gonfler un peu les caractéristiques de leurs appareils. Alors c'est en apparence simple, mais en fait c'est un concept qui peut avoir des pièges et qui peut amener à beaucoup de confusion et à des chiffres qui ne peuvent absolument pas être comparés entre eux. Alors, pour introduire ça, je vais prendre vraiment l'exemple typique sur lequel on est souvent confronté lorsqu'on manipule les décibels. C'est simplement la notion de, on va prendre l'intensité sonore qu'on reçoit, ce qui est on va dire une notion de puissance qu'on va mettre dans une enceinte acoustique par rapport à une intensité sonore qu'on va percevoir. Alors, le système auditif est fait de telle sorte que lorsqu'on multiplie la puissance envoyée à une enceinte acoustique, on a une impression d'avoir une intensité sonore qui augmente de la même chose. C'est-à-dire que on va prendre, par exemple, on part d'une puissance de base, P0, qui va fournir un niveau sonore I, une intensité sonore, I0. Le système auditif, il n'est pas linéaire, très loin de là. Si on met deux fois la puissance dans l'enceinte, on va se retrouver avec I0 plus un incrément I. Si on double encore cette puissance, on va se retrouver avec une impression d'intensité sonore de l'original plus 2I, etc. Et à chaque fois qu'on va doubler d'un côté, on va juste rajouter autant de fois qu'on veut, autant de fois le même incrément. C'est-à-dire qu'ici, on multiplie à chaque fois par un coefficient. Ici, j'ai choisi x2. Et ici, à chaque fois, on ajoute plus une valeur. Donc d'un côté, on a des multiplications en chaîne. De l'autre côté, on a une grandeur qui évolue avec un incrément constant. Alors, cette notion de passage entre multiplication et addition, c'est le cœur de la notion de décibel. Alors historiquement, la notion de décibel est toujours liée à une notion de puissance. Le décibel en lui-même, c'est un multiple de l'unité de base qui est le bel. Le bel, c'est par définition, je vais noter petit b, c'est le logarithme d'une puissance électrique, acoustique ou tout ce qu'on veut par rapport à une référence. Et ça donnera une valeur B en bel. Ici, cette notion de puissance qu'on a ici va se retrouver de l'autre côté sous la forme d'un incrément. À chaque fois qu'on va multiplier ici par un coefficient, en fait ici on va ajouter un coefficient, enfin le logarithme du coefficient. Alors, le bel, c'est une unité qui représente des grandeurs trop grosses. C'est-à-dire quand on augmente de 1 bel, ici on a un logarithme base 10, à chaque fois on a un rapport 10 entre. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir des valeurs de bel, par exemple de l'ordre de 60, mettons, on va dire 6, c'est-à-dire que d'un autre côté la grandeur a été augmentée de 10 puissance 6, ou divisée par 10 puissance 6. Donc, on va avoir des petits nombres qui correspondent très facilement à des très grands nombres. C'est pour ça qu'il existe un multiple qui est le décibel, qui est un dixième de bel, tout simplement. Donc, si on veut passer en décibels, on met juste un facteur 10 devant. Quand on a un bel d'un côté, on va donner 10 décibels de l'autre. Voilà d'où vient le facteur 10 qui est devant le logarithme. Simplement 10 fois l'unité fondamentale qui est le bel. Alors, ici on utilise le log base 10. Alors, il existait une version avec le logarithme népérien. Et au même titre que le bel, il y avait le népère. Le népère qui est exactement l'équivalent du bel, mais en logarithme népérien. Mais bon, disons que cette manière d'écrire n'a pas de succès. C'est vraiment une question de succès ou pas. Sinon, c'est totalement équivalent. On pourrait prendre n'importe quel logarithme a priori. Bon, on a choisi la base 10 parce que c'est plus, on va dire, c'est plus facile à manipuler plutôt que des des coefficients qui sont un peu plus transcendants, qui sont plus difficiles à manipuler.
Ben, quoi qu'il en soit, ici le bel ou ici le décibel sont des rapports de puissance. Souvent, on ne manipule pas des puissances en soi. On manipule par exemple des tensions, des intensités, sous le sens courant électrique. Et ça, ce sont des grandeurs qui ne sont pas liées à des puissances, mais qui sont liées par ce style de relation. Par exemple, quand je travaille en version électrique, une puissance, c'est un coefficient K fois, par exemple, une tension au carré. Ou un coefficient K', un courant au carré. Souvent, simplement la résistance ou l'inverse de la résistance. C'est-à-dire que puissance et tension sont reliés par une notion de carré. Le courant, pareil, c'est lié par une notion de carré. Donc, cette puissance-là, si on manipule des tensions des courants, d'un côté, on va avoir des rapports de puissance, en décibels. De l'autre côté, on va se retrouver avec un équivalent à des facteurs de proportionnalité près de U carré sur U0 carré, qui est toujours une référence. Il y a toujours cette notion de référence dans le décibel, il y a toujours une valeur de référence qui sert de 0 décibel. Donc, ici, quand on travaille des tensions, des courants, il y a toujours une notion de carré, parce que les puissances sont liées aux tensions au carré ou au courant au carré. Et donc, ici, le carré fait que on se retrouve avec des 20 log de U sur U0. C'est pour ça que lorsqu'on manipule ces grandeurs-là, c'est un 20 qui apparaît devant. C'est simplement parce que ces carrés qui apparaissent lorsqu'on lie ces grandeurs-là à des puissances sortent et deviennent, comme c'est des puissances, les puissances deviennent des multiplications, les multiplications deviennent des additions. Ici, on se retrouve à un 20. Alors, voilà d'où vient le 20 du décibel lorsqu'il utilise des grandeurs physiques qui ne sont pas des puissances directement, mais ici des tensions ou des courants. Bon, c'est purement arbitraire, c'est purement... Voilà, c'est tout, c'est arbitraire, c'est vraiment arbitraire. Le bel est lié à une notion de rapport de puissance. Donc, quand on manipule des grandeurs comme les courants, les tensions, les choses comme ça, il y a un facteur 2 qui sort et on se retrouve à 20 fois le logarithme pour avoir l'équivalent en décibels, mais avec des valeurs qui ne sont pas des puissances au départ. Ok, donc dans le décibel, la notion fondamentale, c'est le rapport d'une grandeur par rapport à une référence. Et c'est justement le fait qu'il y a une référence qu'il y a une notion de potentiel de décibels multiples. Et c'est justement ça le problème, c'est que dès qu'on commence à regarder les décibels, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de définitions différentes. Alors, ces décibels, entre guillemets, différents, là je vais en choisir les plus courants, hein, le dBU, dB unloaded, dBV, dBr, décibels relatifs, décibels pondérés avec des courbes ABC, ou des décibels full scale qui sont liés à des grandeurs numériques. Alors, le problème de cette référence, c'est qu'il y a une infinité de définitions de décibels, parce que la référence, elle peut être ce qu'on veut. Alors, bien entendu, il y a eu des normes, et elles fonctionnent toutes de la même manière, et on peut passer, alors à l'exception de celui-là qui est particulier, on peut toujours passer de l'une à l'autre en ajoutant une constante, par définition, parce qu'il y a toujours un facteur qui traîne, et c'est un facteur multiplicatif, lorsqu'on prend le logarithme, ça devient une constante qui s'additionne. On peut passer de dBU au dBV, simplement en rajoutant 2,2 décibels, par exemple. Simplement, ce qui les différencie, tous ces trucs-là, c'est la référence. Sinon, ils sont toujours faits de la même manière. Alors, il faut se méfier, il y a des décibels qui sont liés à des tensions, donc il y a un 20 qui se retrouve dans la définition. D'autres décibels sont liés à des puissances, donc il y a un 10 qui se retrouve devant. Faut quand même savoir quelles sont les unités qui sont utilisées dans le décibel lui-même. Alors ici, on est essentiellement dans des valeurs électriques, par exemple, ou ici acoustiques, mais qui sont des valeurs d'amplitude, qui ne sont pas des valeurs de puissance. Donc ici, on n'est qu'avec des valeurs avec 20 devant. Ok. Donc, le plus courant qu'on voit en audio, c'est le dBU. C'est ce qu'on appelle dB unloaded. Alors là, c'est purement arbitraire. On a choisi la tension de référence U0. Alors je vais l'écrire, dBU, c'est 20 fois log d'une tension sur U, je vais noter petit u. Alors U petit u, il est de telle sorte qu'on a
dans une charge de 600 ohms, on a 1 milliwatt qui est dissipé. Ça vient essentiellement de la téléphonie à l'époque, où les charges d'impédance et de ligne sont de 600 ohms. Donc c'est purement arbitraire. Alors le UU, c'est racine de 600 fois 10 moins 3. Je ne sais plus combien ça vaut. Le 775 volts, à peu près. Voilà. Donc, bon, c'est historique, c'est comme ça. Donc, on a un U0 qui vaut ça. Le DBV, lui, c'est une version plus simple. C'est 20 log de la tension. Parce qu'on a pris U0 égale 1 volt pour le DBV. Ce serait normalement la notion de décibels qu'on devrait utiliser le plus souvent parce que c'est la plus logique. Alors, on pourrait imaginer donc le dBi pour des courants avec 1 ampère. Rien n'empêche ça. Bon, on utilise rarement des décibels dans des courants, mais bon, rien ne l'empêche en soi. Bon. Le dBr, lui, est une généralisation de ça. C'est 20 log d'une tension par rapport à une référence que l'on donne. Donc le dBr est forcément, on donne le UR. Donc le dBV, c'est le dBr à 1 volt. Le dBu, c'est le dBr à 0,775 volts. Le dBr est la définition générale où on met la référence qu'on veut, mais on doit la fournir. Et c'est là que souvent on voit des confusions, surtout quand on fournit des graphiques gradués en décibels avec l'audio précision. On voit souvent des échelles type dBr sur le côté. Et en fait, les décibels là, si on n'a pas le R dans la référence, on ne peut rien en dire. La valeur est totalement impossible à utiliser. Elle est inexploitable. Donc lorsqu'on fournit du dBr, on doit forcément fournir la grandeur de référence, sinon ça n'a aucun sens. Ça c'est le problème. Et c'est là que les confusions se font souvent, c'est qu'on compare souvent des dBr, mais qui n'ont pas les mêmes références. Donc ils sont liés par une constante. Plusieurs dBr sont simplement les mêmes, mais translatés, c'est tout. Mais si on n'a pas les valeurs de translation, on ne peut absolument pas les comparer. DBR, je vais finir par ça, mais le DBFS. Le DBFS, c'est la version numérique de ça. Le DBFS, c'est le Decibel Full Scale. C'est par exemple lié à un DAC. Par exemple, un DAC 8 bits va avoir des valeurs entre 0 et 255 en entrée. Ça va être le 0 décibel. Il y a moins l'infini. Simplement, c'est lié à l'échelle numérique, par exemple, d'un DAC. C'est purement numérique. Alors, moins 20 décibels numérique, on a un demi-échelle, un demi de la valeur de VRF, on va dire, en gros. C'est simplement les valeurs numériques, donc qui sont des purs nombres, qui sont des nombres qu'on rentre dans un DAC, qui sont ramenés en décibels. C'est simplement une grandeur numérique ramenée en décibels, sachant que le 0 décibel, c'est la valeur max de la pleine échelle. On appelle ça des décibels full scale. C'est-à-dire qu'en fait, dans un système numérique, on n'a jamais plus de 0 décibel FS. 0 décibel FS, c'est la valeur maximale du système numérique. Et lorsqu'on fait par exemple des transforts de Fourier avec l'audio précision en rentrant en numérique, on rentre, par exemple, l'amplitude du signal numérique, une sinusoïde numérique, on la donne en dBFS, par exemple, peut être moins 20 décibels FS, qui fait un signal qui est atténué de 20 décibels, ou moins 60 décibels, ce qui fait, je ne sais pas exactement combien, on donne des décibels, mais purement numériques. On ne donne pas des tensions, des décibels liés à des tensions, des choses comme ça. Ce sont des décibels sur des valeurs purement numériques qui, lorsqu'on travaille dans le domaine purement numérique des DAC ou des DSP ou des choses comme ça. Alors le dernier ici, qui est très couramment utilisé, c'est la notion de dBA-BC, avec la notion de courbe de pondération. Ce sont des courbes, alors ça c'est vraiment lié à l'acoustique, ce sont des courbes qui sont censées, ce n'est pas toujours le cas, disons, pondérer l'influence de certains paramètres dans la bande audio. Alors, ce n'est pas à proprement parler une définition du décibel en soi, ce sont essentiellement des courbes. En fait, ce sont des courbes en décibels, par exemple le dBA, il est comme ça, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est gradué en fréquence,
Et on a des atténuations en décibels de ces courbes-là. Et en fait, si on a un système qui a une bande passante donnée, qui a une courbe de réponse donnée, si on veut son équivalent qui est donné en décibels, par exemple en dBU, si c'est un ampli, si on veut sa courbe en dBA, en fait, on soustrait à tous les points de mesure les valeurs en décibels de la courbe de pondération. C'est juste une transformation de la courbe d'origine par fréquence d'un certain nombre de valeurs, de pondération, qui donne une autre courbe de réponse qui est plus proche par exemple, d'une perception auditive qu'elle considère que, par exemple, dans la dBA, les basses fréquences n'ont pas grande importance. Donc, on atténue l'influence des basses fréquences lorsqu'on travaille en dBA. Parce que, par exemple, on est moins sensible aux basses fréquences à des niveaux, disons, conventionnels. Et donc, c'est pas la peine, quand par exemple on mesure le bruit d'un ampli, c'est pas la peine d'aller mesurer tout le bruit qui est en basse fréquence. Donc, on pondère les mesures par une courbe, on transforme la mesure par exemple de bande passante de l'ampli par une courbe, donc on soustrait une certaine courbe. Alors il y en a tout un lot, il y a la courbe A, B, C, etc., qui sont plusieurs courbes de pondération, il y en a tout un lot. Selon le contexte, simplement, ça permet de modifier un paramètre lié à une fréquence pour après faire des manipulations dessus dans un contexte donné. Alors on utilise souvent ça, par exemple les DAC, ils utilisent souvent le dBA quand ils disent A-weighted ou pondéré A, c'est simplement un moyen d'avoir des chiffres qui sont meilleurs. Parce que en fait, par exemple, le A qui atténue en basse fréquence, ça permet de, si on a la distorsion en basse fréquence, la distorsion est atténuée d'autant. Ça permet d'avoir des chiffres un peu plus flatteurs. Donc, quand on étudie les datasheets, par exemple, de plusieurs DAC, il faut vérifier si les chiffres donnés de distorsion, de bruit, des choses comme ça, sont pondérés A ou pas. Alors, hors de question de comparer un taux de distorsion pondéré A d'un taux de distorsion non pondéré. Parce que, simplement, on a viré des choses dans certaines zones. Donc ça, c'est un truc particulier, c'est on agit sur des mesures de ce genre en retranchant ou ajoutant certaines valeurs en fonction de la fréquence. Donc en fait, ce sont des courbes, ce ne sont pas à proprement parler des décibels au sens pur d'une valeur physique. C'est quelque chose qui agit selon la fréquence. Mais à la fin, une fois qu'on a enlevé par fréquence certaines choses et qu'on a fait le calcul après, par exemple de bruit, c'est-à-dire qu'on a intégré sur une bande passante, il faut indiquer qu'on a utilisé ces courbes de pondération, donc on a travaillé avec des dBA. Voilà. Donc, dBA, bon, c'est un truc un peu particulier, mais c'est très très souvent utilisé, et malheureusement, ce sont des courbes qui ne sont pas terribles. Finalement, elles sont censées avoir certaines caractéristiques liées par exemple, à certaines perceptions auditives, mais en fait, elles sont tellement approximatives et tellement simplistes que finalement, elles ne représentent pas grand-chose. Souvent, on utilise ça pour que les constructeurs aient des beaux chiffres sur leur spécification de composants. Bon, voilà. Bon, ça c'est vraiment un survol extrêmement rapide, la notion de décibels, parce que le but de cet épisode-là, en fait, il est motivé par, non pas expliquer le décibel en soi, parce que c'est en fait le fait de rencontrer dans des publications de toutes sortes ces notions de rapport signal sur bruit et des chiffres qui semblent des fois totalement fantaisistes. Et le rapport signal sur bruit est une grandeur qui est difficile à quantifier, qui est difficile à mesurer et qui ne se représente pas par un simple nombre. Et c'est ça le piège. Alors, pourquoi j'en suis venu à ça? C'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un constructeur audio. Alors vraiment par pur hasard, je voulais voir un peu ce qui se faisait en audio de très très haut de gamme, comparer certaines marques de haut de gamme, voire celles qui font de l'esbrouf, en mettant 40 milliards de condensateurs, en faisant croire que c'est meilleur, et d'autres qui font des trucs beaucoup plus techniques, même si, bon, sont un peu alimentés par un marketing agressif. Alors, ce qui m'a motivé là-dessus, c'est De Vialet. Alors, De Vialet, c'est vraiment une marque, j'avoue, je suis plutôt interloqué par cette marque-là, c'est une marque française, mine de rien. Ils ont vraiment une volonté de faire quelque chose d'extrêmement technique, mais derrière, un truc insupportable, c'est cette espèce de batterie marketing absolument infernale qui vient un peu gâcher le spectacle. Mais bon, qu'importe. Et il y a un nombre dans les spécifications de Vialet
qui est tout à fait surprenant, c'est celui-ci. Rapport signal sur bruit, 130 décibels. Alors, dans la définition standard du rapport signal sur bruit, c'est-à-dire celui que je pourrais mesurer avec un audio de précision, ce chiffre est, c'est même pas délirant, c'est un chiffre incroyable. C'est-à-dire que quand je vois ça, j'y crois pas un instant. D'emblée, ce chiffre est tellement impressionnant que je n'y crois pas un instant. Et pourtant, je le dis, il doit y avoir une ambiguïté sur le fait qu'en fait ce chiffre est juste, mais ce n'est pas celui qu'on utilise habituellement. Alors, parallèlement à ça, j'ai pris les spécifications de l'audio précision lui-même, qui est ici le 2522, système cascade système 2 cascade. Le rapport signal sur bruit du générateur et de l'analyseur, lui, il est donné en gros, hein, je donne ça de tête, 115 décibels sur une bande passante de 22 kHz à 1 kHz. Déjà, on a une définition qui est beaucoup plus compliquée. Et là, j'en donne qu'un, parce qu'il y a tout un nombre de chiffres avec une tension de sortie de je ne sais plus combien. Enfin, il y a tout un lot de conditions de calcul. 114 ou 115, enfin, c'est un ordre de grandeur. Bon, il donne toute une liste de rapports signal sur bruit en fonction d'une bande passante, d'une fréquence donnée, etc. Après, on va regarder un peu le datasheet, par exemple, d'un DAC, genre un PCM 1792 ou ce style de série 94. Sur la platine d'évaluation, peut-être, on se retrouve avec on va dire des FFT, avec, par exemple ici on est à moins 60 décibels, là aussi on peut avoir la distorsion qui arrive là, et ici on est peut-être, je sais plus, dans des trucs genre moins 150, peut-être même moins 160, là je fais de tête, ça peut être, voilà, c'est un ordre de grandeur, on est à des valeurs extrêmement basses, très basses, encore plus basses que ça, et ici c'est, on dit ça c'est le bruit, c'est le niveau de bruit. Et ça, c'est le signal. Alors le bruit, il est à moins 150. On se retrouve ici avec quand on est purement numérique, on a ici un niveau de bruit en sortie par rapport à une valeur d'entrée qui est en FS. Il faut bien voir que ça, la sortie, le moins 60 décibels, c'est le 60 décibels, c'est du signal d'entrée, c'est pas de la tension mesurée en sortie. Mais disons que ici, on se retrouve avec une tension en millivolts ou quelque chose comme ça, et la FFT, elle va donner un niveau tant de décibels en dessous, c'est la tension de sortie qu'on va avoir, qui dépend de la tension de référence. Alors là, on a un mélange de nombres qui sont rentrés dans le DAC au niveau décibels full scale, ce sont des nombres, et une mesure ici de tension en sortie qui peuvent être des dBV, des dBr. Alors souvent, c'est des dBr, lorsque tout est remis en place, et alors là, la confusion est totale. Donc on se retrouve avec des rapports signal sur bruit, ici avec des planchers de bruit qui sont extrêmement faibles, de Vialet qui annonce moins 130 décibels, alors qu'un audio précision lui fournit 115 décibels à peu près, avec des tas de précision à côté, et on voit des FFT avec des valeurs incroyablement encore plus faibles que ça, et qui elles a l'air de choquer personne. D'ailleurs, si on regarde les FFT que j'ai donnés sur l'ACA 4396, on se retrouve avec des seuils à moins 130 aussi, des choses comme ça. Donc on se retrouve avec des rapports signal sur bruit, avec des valeurs qui partent dans tous les sens, et on a l'impression qu'on ne parle même pas de la même chose. Et en fait, la réalité, c'est qu'effectivement, on ne parle pas de la même chose. Et c'est ça le piège. Alors, pour, démythifier tout ça, il faut bien voir que audio précision,
c'est une boîte qui est là depuis peut-être 20 ans ou 25 ans. Ce sont des mecs qui savent faire des appareils qui ont les plus bas bruits et les plus faibles taux de distorsion possible et imaginables. Donc les mecs ils savent faire depuis longtemps. Donc si les mecs ils atteignent ça sur des produits actuels, le 27, 22 il est à peu près aussi à ça, peut-être un petit peu meilleur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se lever tôt pour faire mieux que ça. Il faut vraiment se lever tôt. Alors quand je vois une boîte qui est là depuis peut-être 2007, quelque chose comme ça, qui annonce fièrement 15 décibels de plus dans leurs appareils, comme ça, sur un appareil audio, quelque part, j'y crois pas un instant. En fait, la réponse de ça, c'est il suffit de fouiller un peu et d'aller dans le numéro de stéréophile qui a fait les mesures de ça. Et en fait, ce chiffre-là, c'est pas ça. C'est en fait le plancher de la transformée de Fourier lorsqu'ils font des mesures de rapport signal-sur-bruit. Alors quelle est la différence entre ça et ça? Parce que ça n'a rien à voir. Et tout se fait à cause de ces chiffres-là. C'est là où se situe toute la confusion. Quand on fait une transformée de Fourier d'un système et qu'on a le plancher de bruit qui se retrouve à un certain nombre de décibels en dessous du signal, on peut se retrouver avec des valeurs extrêmement faibles, incroyablement faibles. Et quand on mesure avec un audio précision, on se retrouve avec des valeurs qui sont 30 ou 40 décibels plus haut. On se dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible, j'ai un truc qui ne fait pas de bruit, et pourtant, quand je mesure normalement, ça fait beaucoup plus que prévu. En fait, là on parle vraiment de deux choses différentes, et c'est là qu'est le piège. Et c'est là que le marketing aime bien manipuler les décibels à leur avantage. C'est que le rapport signal-sur-bruit, ok, il y a les décibels dus au rapport signal-sur-bruit, évidemment, mais il y a le mot bruit qui joue. Et tout est dans ce truc. Je ne vais pas faire un truc sur le bruit, je ferai des épisodes sur la notion de bruit et tous les calculs sur le bruit, parce que ce sont des concepts un peu tordus. Mais le bruit, c'est pas quelque chose qui se mesure en volts comme ça, enfin, pas directement, ça se mesure en volts, mais bon. Le bruit, ça se mesure pas seulement sur une grandeur physique donnée, mais aussi, par exemple, ça peut être des microvolts, mais on a toujours une bande passante. Ça veut dire que le bruit se mesure toujours sur une plage de bande passante donnée. C'est-à-dire, le bruit, c'est une énergie d'une grandeur donnée qui est indésirable, qui est l'énergie générée par un système, qui est le bruit des résistances, des composants, etc. C'est une énergie intrinsèque au système, et cette énergie-là, elle contient toutes sortes de fréquences. Si c'est un bruit, on va dire un bruit blanc, toutes les fréquences sont contenues dans ce bruit. Et on se retrouve avec quelque chose qui est plat. Bon, bien entendu, dans la réalité, les bruits peuvent être comme ça. En général, il y a du 1 sur f ici, c'est plat de l'autre côté, etc. Donc, le bruit qu'on voit à la fin, c'est pas ça. C'est la contribution de toutes les fréquences en même temps. C'est-à-dire qu'il faut intégrer tout ça. Et si on veut un bruit à la fin, sur une grandeur donnée, ben, il faut déjà choisir sur quelle bande passante on va prendre toutes les contributions en fréquence. En général, on peut prendre 20 000 Hz par exemple. Et si on prend une contribution jusqu'à 100 kHz, on va avoir un niveau de bruit plus élevé, parce qu'on va rajouter de la contribution au-delà dans les hautes fréquences. Donc, cette notion de bruit est intrinsèquement liée à une notion de bande passante, c'est-à-dire c'est la bande de fréquence dans laquelle on va intégrer toutes les contributions de bruit. Donc, un bruit est toujours défini par une valeur et la bande passante dans laquelle il a été évalué. Et ça, c'est fondamental. À partir du moment où on fournit un rapport signal-sur-bruit, on doit, sinon il n'a aucune valeur, on doit fournir la bande passante dans laquelle il a été étudié, mesuré, la valeur. Alors la valeur, ça peut être, en général, ce sont des valeurs RMS.
ce qui n'est pas facile à faire, hein, c'est pas facile à mesurer. Hein. Le bruit, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais néanmoins, la notion de bande passante est intrinsèquement liée à la valeur qu'on lit dans le bruit. Et quand l'audio-précision dit moins 115 décibels avec une bande passante de 22 kHz, avec un signal de 1 kHz de 1 volt, ça veut dire que quand on met un signal de 1 volt à 1 kHz dans l'appareil, quand on mesure le signal de 1 kHz et sur une bande passante de 22 kHz, ils peuvent le prendre, admettons, du continu jusqu'à 22 kHz, il y a toute cette partie qui est le bruit de l'appareil, et ça, c'est la partie liée au signal. Donc le rapport signal sur bruit, c'est le rapport entre toute la contribution de tout ça par rapport à ça, et ça donne le nombre de décibels. Comme d'habitude, 20 log du rapport signal sur bruit, donc ça va être, alors tout dépend comment on le retourne. C'est le signal sur le bruit, ça va être ça sur ça. Donc, et on se retrouve à la valeur. Mais ça a été un rapport entre un signal et une valeur RMS, essentiellement de bruit, donc aussi une tension, mais qui est issue d'un calcul qui a intégré toutes les influences de bruit sur une bande passante donnée. Et plus la bande passante sera large, moins le rapport signal sur bruit sera bon. C'est pour ça que comparer des rapports signal sur bruit ça ne peut se faire que si on compare des mesures faites sur les mêmes bandes passantes dans les mêmes conditions. Alors De Vialet, lui, ne fournit absolument pas ça, parce que lui, ce que je suspecte, c'est qu'on donnait une valeur à 1 kHz de la FFT. Ils ont fait une FFT, transformée de Fourier, d'un signal, par exemple, de 1 volt en entrée. Ils ont sorti une FFT qui a un temps de décibels X, alors ça va être des dBr, ça peut être un dB quelconque. Ici, qui vont dire être à 0, c'est le signal d'entrée, ça va sortir une certaine tension, ils vont dire cette tension-là, ça vaut 0 décibels. Après, je regarde quel est le bruit, donc j'enlève le signal, je fais la FFT sans signal, je vois quel est le bruit à 1 kHz, et je vois le rapport signal sur bruit entre les deux. Sauf que là, la bande passante, elle est, on va dire, ramenée à un point. Mais personne ne fait un rapport signal sur bruit de ce genre, parce que ça ne veut rien dire. Ça nous permet d'avoir des valeurs considérable de rapport signal sur bruit, sauf qu'on a intégré quasiment aucun bruit, on a intégré juste le bruit à une fréquence donnée. Ça n'a aucun sens en soi. Donc c'est là qu'est l'astuce, et c'est là qu'est le principe du rapport signal sur bruit, et du piège entre le rapport signal sur bruit lorsqu'il intègre une bande passante, et le plancher de bruit lorsqu'on fait des transformés de Fourier. Ce plancher de bruit est toujours beaucoup plus faible, simplement parce que le point ne donne que la contribution à une fréquence donnée du bruit. Alors que le bruit final, celui dont on va entendre le souffle, contient tout ça en même temps. Donc c'est vraiment cette confusion entre le bruit qui contient toutes les fréquences et le bruit à une fréquence donnée fait qu'on a plutôt tendance, au niveau des constructeurs ont plutôt tendance à aller chercher le bruit à une fréquence donnée, faire le rapport, faire les décibels et boum, on a des chiffres gigantesques. Et évidemment, quand on regarde sur l'article de Stéréophile, la mesure du rapport signal sur bruit du De Vialet donne bien moins 130 décibels, mais sur les transformés de Fourier. Pas sur la mesure habituelle qui est celle qu'on fait avec un audio précision. Habituellement, quand on donne un rapport signal sur bruit, on donne cette bande passante. Alors, il y a un standard sous-jacent, c'est une bande passante de 20 kHz, c'est le standard un peu sous-entendu habituel, mais c'est quand même une intégration sur toute une bande passante, et non pas à un point. Et c'est là qu'on trouve souvent surprenant dans les transformés de Fourier d'avoir des chiffres extrêmement faibles. C'est parce que c'est à chaque fois la contribution à une fréquence donnée. Et en fait, la réalité, lorsqu'on mesure en sortie une tension, en sortie d'un ampli ou n'importe quoi, une tension de bruit, en fait, on intègre tout ça et on a un niveau beaucoup plus élevé parce qu'on a pris toutes les contributions en même temps. C'est là qu'est le piège. C'est pour ça que le rapport signal sur bruit en décibels, s'il n'est pas fourni avec la bande passante et les conditions de mesure, ça veut dire qu'il ne sert strictement à rien. Il est inutilisable. Alors c'est encore pire lorsqu'il rajoute des courbes de pondération là-dedans, ce qui fait qu'encore plus flatter les calculs. Pourquoi par exemple, si on prend les dBA,
en fait, on va avoir par exemple un appareil qui va fournir un bruit constant comme ça, ce bruit-là, avec, on a mis un signal de 1 kHz dedans, donc on a une transformée de Fourier comme ça, hop, éventuellement de la distorsion ici. Bon. Si je veux donner le vrai rapport signal sur bruit de ça, j'ai donc cette valeur ici, que je vais considérer par exemple le 0 décibel, R, et ici, si je veux le vrai rapport signal sur bruit, je ne peux pas l'avoir comme ça. Il faut que je calcule toutes les contributions. Donc c'est un calcul qu'il faut faire, c'est une intégration sur une bande passante. Il faut faire le calcul. On ne peut pas le deviner comme ça sur une transformée de Fourier. Donc on va se retrouver avec une valeur qui va être là. Si on la ramène en décibels, la contribution de tout ça, on va se retrouver avec une valeur qui est là. Et ici, on a le rapport signal sur bruit habituel, celui qu'on mesure habituellement avec des appareils analogiques. Si on veut le faire en pur numérique comme ça, il faut faire le calcul. Donc, toute cette contribution-là fait que, en fait, c'est pas ce point-là qui va faire, mais c'est un point au-dessus. En fait, voilà. Alors, si je rajoute des pondérations, en fait, ce sont des courbes qui font que, pour certaines fréquences, on va descendre les points. C'est-à-dire que le plancher de bruit, si on fait une pondération A, le plancher de bruit, il va être comme ça. Évidemment. Bon, ici on a une fréquence où la pondération A, elle ne joue plus, par exemple, elle ne joue que dans les basses fréquences. Mais l'avantage, c'est que quand on va intégrer tout le bruit, en fait, on va intégrer moins de choses, on va louper cette portion-là. Alors, en général, les appareils augmentent en basse fréquence. Il y a ce qu'on appelle un bruit en 1 sur F qui déboule. Donc, bon. Alors, la pondération A, elle permet d'enlever toutes ces contributions de bruit et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu meilleur. Parce qu'on va intégrer moins de bruit. C'est pour ça que les fournisseurs de DAC font souvent ce style de manipulation pour donner le rapport signal sur bruit de leur DAC pondéré A. C'est-à-dire qu'ils en ont raboté un peu à ce niveau-là, ce qui permet d'avoir le rapport signal sur bruit qui est amélioré. Bon, c'est quelques décibels, c'est pas grand-chose, parce que cette contribution-là, il faut bien voir, elle n'est pas non plus considérable, mais c'est mieux, au point de vue marketing, c'est mieux. Alors c'est pour ça, quand il faut comparer des DAC entre eux, il faut bien vérifier qu'on est en pondération A ou pas. Alors après, le rapport entre eux permet de deviner qui est mieux ou pas, mais si on compare un A avec un non A, on n'en sait rien, parce que peut-être que la contribution ici n'est pas aussi négligeable qu'on voudrait faire croire. Alors on peut utiliser d'autres pondérations qui peuvent aussi atténuer vers le haut. Souvent, il y a, surtout dans les DAC en delta sigma, choses comme ça, le niveau de bruit a peut-être tendance à monter vers une autre fréquence. Donc, ça rajoute encore de la confusion là-dedans. Mais dans tous les cas, il y a quand même une très très grande distinction entre les rapports signal sur bruit tels qu'on le mesurait à l'époque, dans le bon vieux temps, avec des appareils purement analogiques, qui intègrent sur une bande passante. On mesure avec un filtre passe-bande le niveau électrique quand il n'y a pas de signal. C'est comme ça qu'on le mesure. Donc on a intégré tout ce que l'appareil génère en lui-même sur une bande passante. Mais quand on travaille avec des FFT, on a les données brutes par fréquence. Si on veut revenir dans la notion de rapport signal sur bruit à l'ancienne, entre guillemets, il faut intégrer toutes ces contributions-là. Il faut faire le calcul. Donc c'est un calcul numérique à faire à partir de la FFT. Et là, à partir de ce moment-là, si on utilise les mêmes méthodes de calcul pour faire les rapports signal sur bruit, on peut les comparer entre eux. Sinon, ils ne veulent absolument rien dire en soi. On ne peut pas les comparer entre eux. Le seul moyen, c'est de les mesurer dans les mêmes conditions. C'est pour ça que je suspecte de Vialet de faire un beau pipotron sur le rapport signal sur bruit. Alors il y en a d'autres que j'ai vus dans leurs trucs, comme les distorsions qui me paraissent... les distorsions annoncées qui sont plus faibles que la distorsion intrinsèque du DAC qu'ils utilisent, ce qui est quelque part assez magistral. Mais c'est ambigu, parce que oui, on peut faire ça, mais sous certaines conditions. C'est pas toujours vrai. C'est pour ça que moi, de Vialet, c'est quelque chose que je regarde de plus près, parce que c'est un truc très technique, c'est très bien fait. Au niveau production, c'est un appareil de très bonne facture. Mais il y a des choses dedans qui... Hein. Et ils n'ont pas besoin de pipoter les chiffres comme ça. Ça sert à rien, c'est con. C'est con parce qu'en plus, ils utilisent des audioprécisions pour faire leurs calculs. Ils ne sont pas meilleurs qu'un audioprécision. Il ne faut pas rêver. Et en fait, les vraies mesures, par exemple des mesures d'entrée ou des choses comme ça, on montre des rapports signal sur bruit qui sont extrêmement mauvais dans certaines conditions. Donc,
c'est typiquement un appareil qui techniquement est assez avancé sur certains aspects, mais il y a le marketing derrière qui a martelé, qui a gâché la soirée, quoi. Donc, le rapport signal-sur-bruit, c'est une donnée difficile, elle est multiforme, et en plus, elle est souvent sous-déterminée. On oublie de dire au moins, quelle est la bande passante qui a servi à mesurer et calculer ce rapport signal-sur-bruit. Voilà, donc ça c'est important. C'est vraiment un concept difficile, c'est difficile à mesurer. On va l'aborder quand on va étudier les DAC, parce que on va étudier en profondeur un DAC que je vais recevoir, ce DAC là. Alors, pour information, c'est probablement le meilleur DAC actuel disponible. Donc on va travailler sur ce DAC là. J'attends les pièces, etc. Pour information, bon, j'avais l'occasion avant de pouvoir faire venir des États-Unis ça par quelqu'un qui travaille là-bas, mais bon, comme cette personne ne travaille plus, je peux pas. Mais il y a un vendeur sur eBay qui vend des ES 9018 à l'unité. Lorsqu'il vend un kit de DAC avec ça, et on peut lui acheter des DAC supplémentaires à 56 $. Frais de port inclus, l'unité. Ce qui est le moins cher qu'on puisse trouver. Ramené en euros, alors c'est frais de port inclus, il n'y a pas de port, donc on peut acheter ce truc-là. On étudiera ça, et comme le niveau de bruit de ça est très très faible, et qu'on va utiliser le parallélisme de plusieurs pour encore descendre, il va falloir calculer et mesurer ces rapports signal-sur-bruit, et ça va être une opération difficile. Ça demandera des techniques de mesure extrêmement délicates et extrêmement rigoureuses. Donc, cette notion de rapport signal-sur-bruit, on va voir à quel point elle est difficile à mesurer lorsqu'on vraiment commence à atteindre des niveaux extrêmement faibles qui sont capables de ce style de DAC. Donc voilà, c'était une introduction au futur, lorsqu'on va vraiment commencer à attaquer les choses sérieuses avec ce genre de truc. Prochain truc, je vais recevoir une platine utilisant ce DAC-là, et on va faire les mêmes mesures qu'avec la K4387, mais on va comparer avec une implémentation standard, celle qu'on trouve partout de cette puce-là. Et on va voir quelles sont les qualités et les défauts, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer éventuellement et pousser au maximum ce genre de truc. Sachant que pousser ça au maximum, on atteint vraiment des seuils qui sont très 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 difficiles à atteindre. Donc voilà, c'était un épisode sur le rapport signal-sur-bruit et tous ses pièges.